Bonjour. Alors, je vous avais promis un cours où on verrait des choses extrêmement contemporaines, hein. C'est un sujet sur l'extrême contemporain, en littérature et dans les genres associés, en culture, disons, au sens le plus général du terme, et un certain nombre de pratiques anciennes auxquelles on va référer les textes les plus contemporains. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un yaoi. Le voici. Ah bah zut, avec le machin, on ne voit pas. Donc attendez, je vais remettre le fond normal. Vous voyez, donc je remets le fond, hop, pour qu'on voit bien. Voilà. Alors ça se met toujours à l'envers, mais peu importe. Yaoi Files, c'est un travail de BD d'un certain Pralinus et ça s'intitule Famille pour tous. Donc voilà, c'est une BD de type yaoi. Qu'est-ce que c'est que le yaoi? Je vais vous le rappeler brièvement. C'est un genre contemporain de manga dans lesquels il y a des relations entre homosexuels masculins. C'est écrit par des femmes pour des femmes, c'est-à-dire le public est prioritairement féminin, les écrivaines sont des femmes, au Japon surtout, et les histoires sont celles d'homosexuels masculins. Alors, ça peut paraître étrange comme genre, naturellement, il y a des flottaisons, il y a des possibilités d'interférence, etc. Il peut y avoir diverses choses. Mais malgré tout, c'est ça, disons, la base, hein, la base du truc. Et donc, ce sont des BD érotiques, voire pornographiques, ça dépend où vous placez la frontière, destinées, comme on dit, à un public, alors je ne sais plus le terme, averti, voilà, c'est ça, public adulte averti. Ce genre de BD, c'est un genre, un sous-genre du manga qui existe au Japon et en France, il y a des personnes qui font ce genre-là, qui pratiquent ce genre-là. Et celui-ci m'a particulièrement intéressé parce qu'il est en liaison directe avec le drame bourgeois de Diderot. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un yaoi, disons, classique, avec uniquement des relations sexuelles entre deux personnages par ailleurs assez typés, hein. Vous avez, ça se voit très bien sur la couverture, vous avez le grand brun et le petit blond qui sont des espèces de, comment dire, de types, hein. D'ailleurs, c'est bon, bon, ça se rapprocherait peut-être plus, oui, de type masculin japonais, disons. Et là, c'est du yaoi à la française à tel point que la référence à la France est carrément explicitée à la page 105, que je vais vous montrer. Et zut, c'est encore à l'envers. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qu'il y a écrit. Donc il s'agit de quoi dans ce yaoi? Il s'agit de la mort du père d'un des deux personnages et de l'enterrement de ce père en compagnie de toute une famille, naturellement très normée et très peu, comment dire, sensible aux différences de type LGBT qui peuvent affecter certains membres de la dite famille. Donc on va être, vous allez voir d'après ma démonstration, en plein dans une structure de yaoi et surtout de drame bourgeois. Donc je tiens ma promesse, hein, c'est-à-dire de l'hyper contemporain, ça vient de paraître, hein, c'est paru il y a quoi, il y a même pas un mois, enfin je veux dire c'est très très récent, et pourtant ça utilise des pratiques, des ficelles, des références qui proviennent du XVIIIe siècle en matière de drame bourgeois. Alors c'est particulièrement clair donc à cette page 105. À l'avant du cortège étaient rassemblés tous les ingrédients d'un mélodrame français. On va revenir sur ces notions de mélodrame. À l'arrière, tous ceux d'une comédie potage tout aussi française. Et alors il y a des encarts, la femme légitime aux yeux de Dieu, le mari arabe, la fille mère et le copain gay. Donc, vous voyez ici la situation, une situation normée, celle d'un enterrement d'un père par ailleurs pas très marrant et particulièrement pénible, le type même du patriarche, et la situation des gens qui suivent l'enterrement. Alors, j'ai malheureusement perdu la page où notre personnage, je crois que c'est là, va faire une sorte de coming out, si on veut, par rapport à son père, non pas par rapport à son homosexualité, c'est là, mais par rapport à son père. Alors, dans la famille, les deux personnages homosexuels ont deux alliés,
des filles bien sûr, des oppositions très fortes avec le reste de leur famille, des familles recomposées, des familles complexes, des familles qui mènent où le père a mené une double vie avec 2 femmes, une situation, assez, classique. Et voilà que notre personnage, masculin, celui-ci, la Bichi, au lieu de lire le texte de Paul aux Corinthiens ou je ne sais quoi, qu'on lui demande de lire, il parle de son père. Et il dit que c'était un vrai patriarche avec une grosse voix, qui avait une aura d'autorité qui rendait les gens nerveux quand on sortait en famille. La famille était confrontée à l'envers du décor puisque, il était exigeant, trop exigeant envers ses enfants. Il voulait avoir le contrôle absolu en toutes circonstances. Quand on connaît son histoire d'Uel, on comprend pourquoi. Donc ça, c'est l'allusion au fait qu'il avait une vie cachée avec une autre femme. C'était une pelote de nerfs, une pelote d'épingles, ça piquait très fort et il finit sur l'idée qu'une pelote d'épingles frappe, pique surtout vers l'intérieur le personnage en question. Et donc du coup, c'est un scandale, il crée un scandale et c'est le deuxième scandale qu'il crée, puisqu'en parlant avec les 2 filles de sa famille qui sont ses alliées, des cousines, enfin bon, des relations sont exprès compliquées et on n'y voit pas très clair. Notre personnage révèle sans qu'il le veuille à une femme de la famille qu'il est gay. C'est-à-dire, la fille en question l'entend et du coup fait exploser ça au cours d'un déjeuner de famille. Donc on a toutes les situations de violence symbolique contre les homosexuels, si j'ose dire, en l'occurrence, ou les personnes non binaires, etc., à la sauce Diderot revisité. Alors, il est temps de venir maintenant un petit peu à Diderot et à son drame bourgeois. Diderot a inventé beaucoup de choses, hein. D'abord, il a écrit l'encyclopédie. C'est pas rien, l'encyclopédie. Alors, on dit toujours Diderot et d'Alembert. Honnêtement, c'est surtout Diderot qui a fait le travail, qui a eu l'idée comme ça de rassembler tout le savoir de son temps, y compris, chose extrêmement intéressante et importante, le savoir technique et le savoir relatif à ce qu'on appelait à l'époque les arts mineurs. Donc, vous voyez, une entreprise qui peut paraître absolument démente, enfin, imaginez les moyens de l'époque pour créer ce genre d'ouvrage gigantesque avec des tonnes de collaborateurs, et il a mené à bien l'encyclopédie de Diderot, voilà, la fameuse encyclopédie. Mais il n'a pas fait que ça, Diderot. Alors, qu'est-ce que vous connaissez en général de Diderot? Jacques et son maître, hein, là, Jacques le fataliste, tout est inscrit sur le grand rouleau. L'idée que le destin est écrit et que de toute façon, quoi qu'on fasse, le destin vous rattrapera et fera ce qu'il veut. Bon, c'est en général le texte qu'on connaît le mieux et qu'on étudie le plus. Mais il ne faut pas négliger un pan entier du travail de Diderot qui, en revanche, est complètement zappé, si je puis dire, c'est le drame bourgeois. Alors, il faut se mettre dans le cadre d'une société d'Ancien Régime, hein, où vous avez, disons, les pauvres et les riches, c'est pas du tout la même chose. Vous allez dire: «C'est toujours pareil aujourd'hui». Oui, mais les hiérarchies ont changé de nom, disons. Alors, qu'est-ce que c'est que l'époque? Donc vous avez la famille n'est pas la même, hein, selon les structures. Vous avez la famille aristocratique, où les mariages se font, par rapport à des intérêts qui n'ont rien à voir avec, l'affection que les gens peuvent se porter. Il s'agit de rassembler des fiefs, de créer des alliances, d'échanger, hein. Comme dans Game of Thrones, vous avez remarqué, si vous avez écouté ça, les enfants sont jamais élevés par leur famille. La famille élève toujours les enfants de l'autre famille. Et on échangeait les mômes, hein, c'était vrai, à l'époque, les questions aristo, les aristocrates échangeaient leurs mômes de façon à créer des alliances solides. Donc l'histoire de la petite, je ne sais plus quoi, j'ai oublié son nom, la petite gamine qui part, se faire élever dans la famille en face, c'est copié d'une réalité qui existe depuis le Moyen Âge, hein, qui est typique de l'aristocratie. Vous avez les pauvres, c'est des structures communautaires où l'égalité était à l'époque très grande, hein, entre les hommes et les femmes, à tel point qu'il a fallu inventer les sorcières pour rabattre les femmes et les détruire. Donc il y a eu cette histoire au XVIe siècle de destruction, disons, de l'égalité en milieu paysan, si j'ose dire, par l'attaque faite aux femmes d'avoir été sorcières. Je vous ai déjà cité Silvia Federici, peut-être pas. Silvia Federici, Caliban et la sorcière. C'est un gros bouquin qui a un titre bizarre sur l'accumulation primitive, une notion marxiste, pas toujours évidente
pour votre génération, et j'allais dire même pas toujours évidente pour la mienne, enfin bon, mais dans ce bouquin, vous avez des choses très, très intéressantes sur l'histoire des femmes au Moyen Âge et le fait que c'était elles qui menaient les jacqueries, les révoltes constantes des serfs contre les seigneurs, pour le dire vite, contre dames et seigneurs, voilà, les serfs faisaient les serves, si j'ose dire. Bon, ben, elles prenaient des pics, des fourches, elles allaient au château démolir tout, parce que les enfants mouraient, etc., et qu'elles voulaient qu'ils aient à bouffer, et les mecs suivaient, et voilà. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, et je vous ai déjà dit aussi qu'il y avait ça dans des choses très contemporaines. Là encore, on retrouve cette réalité des femmes menant les jacqueries et des mecs qui suivent. On retrouve ça dans d'autres phénomènes contemporains, j'y viendrai après. Donc je reviens à Diderot. Diderot, là, il va parler du drame bourgeois. Donc les bourgeois, c'est la classe intermédiaire, espèce de CSP+, de l'époque, si vous voulez. Donc des gens pour qui la famille est une structure extrêmement importante, et on est au XVIIIe siècle, à l'époque où se développe, vous le savez, l'empathie, le pathos, les sentiments, l'expression de l'émotion, des choses comme ça. Alors j'ai cité en L1 un texte de Diderot qui parle du sentiment qu'il éprouve au moment où un ami entre dans la pièce et où il évoque tout ce qui se passe dans son corps, les petits vaisseaux sanguins qui sont sur le coup d'exploser, le rouge qui envahit son visage. Vous voyez, on est dans l'image d'une expression sensible extrêmement forte, particulièrement Diderot est particulièrement fort sur ce thème-là. Et pour le drame bourgeois, c'est exactement ça. Alors, Diderot disait, ça c'est une question que je place là, parce que je ne vais pas citer exactement la phrase, il faudrait que vous la retrouviez vous-même. Il disait en gros, on est toujours le père, la mère, l'oncle, le frère, la sœur, etc. de quelqu'un, et c'est ça les nouveaux ressorts dramatiques. C'est ça qui est intéressant maintenant d'étudier. C'est comme, vous voyez, famille pour tous, hein, comme ces yaoi files de Pralinus, ce tome, je ne sais plus combien, il y en a plein, hein, des yaoi files. Il y a des tomes à n'en plus finir, ça raconte les histoires. D'ailleurs, l'auteur le dit à la fin, petit mot ou pas de l'auteur. Enfin, j'ai réussi à m'y remettre et à finir ce 3e tome storyboardé il y a 3 ans. Et je peux le dire, c'est grâce à vous qui lisez et n'avez pas cessé de me réclamer la suite des mésaventures de Bichy et Shota. Donc voilà, ensuite l'auteur dit qu'il aurait bien aimé voir le travail à la Japan Expo, mais que ça n'a pas été possible parce qu'il n'y a pas eu de Japan Expo, Covid oblige. Donc je reviens sur ce drame bourgeois de Diderot. On s'en est beaucoup moqué en littérature, de façon peut-être injuste, mais c'est vrai que par écrit, ça donne toujours un effet bizarre. Alors si vous regardez les extraits de drame bourgeois, il y a le père, ah, la fille, non, le fils, mon Dieu, la mère, ah, enfin, vous voyez, c'est des espèces d'onomatopées entrecoupées. Le style, c'est des points de suspension continuels du genre non, oui, qu'a-t-il dit? Ah, oh, ah, bon, non, pas toi, pas ça. Vous voyez, ce genre de choses, je caricature là encore, mais pas tant que ça. Et si vous regardez les textes, vous allez voir les vrais textes, hein, et pas cette espèce de retranscription que je vous fais, disons comme ça, mais c'est bien ça l'idée quand même. C'est bien cette espèce de, voyez, d'expression du pathos liée à l'expression de la famille et l'idée que ce qui intéresse les gens, disait Diderot à l'époque, il disait on s'en fout des rois, on s'en fout de Titus et Bérénice, on s'en fout de tout ça. Vous voyez, la démocratie qui avance un peu à peu. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de la famille. Et je crois que si vous commencez à étudier les séries contemporaines, celles qu'on voit sur Netflix, hein, vous voyez, le plus contemporain du contemporain de l'extrême contemporain, vous allez peut-être être frappé par la récurrence comme ça de thématiques que vous aurez vues dans la littérature à des siècles, j'allais dire aussi reculés que le 18e. Bon, j'exagère, c'est pas si loin que ça le 18e, mais enfin quand même, vous voyez. Donc, et ça, c'est extrêmement frappant. Donc, dans ce vraiment revival du drame bourgeois qu'est ce bouquin, que je continue parce que je ne sais pas inverser l'écran à vous montrer à l'envers, mais je pense qu'on voit à peu près. La dimension érotique du yaoi, elle est présente quand même. Il y a les petits passages érotiques, car c'est, disons, en quelque sorte,
la base, hein, de ce qu'il faut faire en yaoi. C'est ça que le lectorat attend. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement ce côté à la française, si on peut dire, c'est-à-dire la récupération d'un genre typiquement français qui est le drame bourgeois, avec des personnages tout à fait nouveaux, puisque là on a la femme légitime, la fille mère, le mari arabe et le copain gay. La terminologie n'est plus la même, la structure est toujours la même. Disons, les personnages ne sont plus les mêmes, mais pourtant, quelque part, c'est toujours les mêmes. Et les aventures donc, Bichy apprend que son père est mort. Voilà le dessin. Mon père est mort. Ça aurait été plus clean que je vous fasse des PDF, mais enfin bon. Il y a quelque chose qui est très particulier au style de Pralinus. Donc, voici un exemple. Vous voyez là, les deux personnages sont en train de faire la vaisselle avec du matériel typique de vaisselle ordinaire. Et ça, c'est typique parce qu'il y a des yaoi qui sont euh, qui, qui vous plongent dans un monde, surtout les yaoi japonais, qui vous plongent dans un monde extraordinaire, mais complètement délirant quelque part, où les personnages sont, comment dire, incroyables dans un monde incroyable. On est plongé une espèce de rêve, de fantastique en quelque sorte. Pas un fantastique avec des fantômes japonais, hein, vous avez compris, quelque chose de fantastique au sens où ces situations-là ne pourraient pas arriver. On est plongé dans un pur imaginaire érotique, exactement comme d'ailleurs les films hétéros de base, avec, vous voyez, les films pornographiques, la femme qui veut ouvrir au vendeur d'aspirateurs, enfin bon, tout le monde s'en fout du scénario. Et là, il y a un vrai scénario lié à la mort du père, lié aux galères que subissent les personnages de devoir disons, aller à cet enterrement, de la violence familiale, de la violence symbolique que dégage une famille, mais des souffrances à tous les niveaux. C'est-à-dire, les gays en question souffrent parce qu'ils sont marginalisés, mais les femmes aussi. Et il y a une espèce de souffrance aussi de l'épouse légitime qui n'a pas été, comment dire, qui essaie de rester digne en quelque sorte, alors que tout le monde sait très bien que sa vie n'a été qu'un long adultère de la part de son mari, la violence patriarcale du mari, les enfants qui ont subi cette violence, parmi les trois de la fratrie, le frère supérieur pas gay, le frère inférieur gay et la sœur zappée qui compte pour rien. Hein. Les filles, c'est pas pareil, hein, nous dit Agnès Jaoui dans Le goût des autres. Je crois que c'est peut-être pas Le goût des autres. Si, si, je crois. C'est-à-dire, oui, oh ben, les garçons se battaient entre eux, ça avait du sens. Les filles, oh ben, les filles, ça comptait pas. Vous voyez. Donc, il y a tous ces éléments de violence familiale extrêmement détaillés, avec des tas de petits détails, par moments des éléments de compréhension. Donc, à un moment, enfin, comment dire, c'est très, très nuancé. Et pourtant, ce qui est frappant, c'est que la thématique générale du texte, tout ce que ce texte a à dire, c'est quelque chose qu'aurait pu dire Diderot. Et je voulais aussi, finalement, je crois que c'est intéressant de découvrir les auteurs anciens à travers les auteurs les plus contemporains. J'ai personnellement découvert Baudelaire à travers Léo Mallet, et j'ai découvert Lovecraft à travers un livre de Karim Berouka qui s'intitule Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu. Donc, c'est dire l'importance de la littérature populaire. Léo Mallet, auteur de romans policiers, Karim Berouka, auteur de romans de fantaisie urbaine loufoque. Il y en a un qui s'appelle Les punks contre les zombies, enfin, je ne sais plus quoi. Il y a Les Fées aussi, où le monde des fées est d'une cruauté pas possible. On n'a vraiment pas envie d'être dans ce monde-là. Et puis, bon, vous voyez, et puis celle qui n'avait pas peur de Cthulhu. Moi, je n'avais jamais lu une ligne de Lovecraft. Et après ça, j'ai même écrit une nouvelle intitulée Vampirella, phalène de la nuit, plus ou moins dédiée au dit Karim dans mon cœur, si j'ose dire, que c'est lui qui m'a fait découvrir Lovecraft. Donc je vous invite à cette pratique. On va parler ici de Pullman, qui va nous faire découvrir Milton. Donc on parle de Pralinus, auteur de Famille pour tous, la série Yaoi File, qui nous a permis aujourd'hui de parler de Diderot. Et je vous invite à réfléchir sur ces structures littéraires qui reviennent de siècle en siècle, à la façon dont se structure finalement la littérature. Et je pense que, alors là je retombe de 50 pieds sur le sol, si j'ose dire, j'étais dans les hautes sphères et boum,
Ça peut vous aider pour le CAPES. Vous savez, quand j'ai appris que l'UE, pardon, était obligatoire, ça m'a beaucoup frappé parce qu'il m'a semblé que les gens qui voulaient passer le CAPES n'avaient pas grand-chose à faire de l'extrême contemporain. Je vous ai dit que le CAPES, c'était un vieux système patriarcal avec, je ne sais pas moi, Maurice Duhamel écrit que blablabla, vous analyserez cette phrase, nanana, ou alors, je ne sais pas, André Gide écrit que, enfin des mecs, quoi, des mecs blancs qui écrivent ci ou ça et vous analysez la formule. On n'est pas, c'est pas fou fou fou, hein, on n'est pas dans l'extrême contemporain. Il faut garder une distance avec ça pour vous, ne pas vous laisser là aussi influencer par cette violence symbolique qui pour le coup attaque tout le monde, pas seulement les filles, ça attaque aussi les garçons, ça attaque l'esprit de la littérature, hein, très alors c'est un truc à apprendre, le CAPES, vous apprenez à faire la disserte, on prépare tout à l'avance, on prépare ce qu'on appelle des notons ou des briques. Alors, le noton, c'est une proposition avec un argument pour oui, un argument pour nuancer le oui, voire un argument pour non, et avec quelques phrases bien senties ou exemples bien sentis de la littérature qui permettent d'enrichir, puisque la dissertation est censée montrer que vous connaissez extrêmement bien la littérature. Donc on va essayer de faire les deux, hein. Vous voyez, dans ce cours, c'est un peu mon but. On va essayer à la fois de présenter des choses intéressantes de l'extrême contemporain, et on va essayer aussi de parler de choses anciennes rattachées à ça. Alors pourquoi Famille pour tous de Pralinus est extrêmement intéressant? Parce que justement, il détourne à la française, si j'ose dire, le genre traditionnel du yaoi, où il n'y a que des relations sexuelles pratiquement, et une histoire, disons, cousue de fil blanc, et c'est son style, très clairement dans les deux précédents volumes des mêmes Yaoi Files, vous avez la même chose, c'est-à-dire vous avez une mise en œuvre même des scènes de sexualité entre les garçons. Elles sont mises en scène d'une façon qui semble imiter la vie et pas du tout d'une façon irréelle ou fantasmatique ou fantastique. Enfin, il y a une dimension de description d'un vécu qui du coup apporte énormément de force à ce style de yaoi, au genre du yaoi. Alors du coup, je vous renvoie peut-être aux vidéos de Pralinus si vous voulez en savoir plus sur le yaoi. C'est très bien expliqué dans une série de vidéos, je crois qu'il y en a 8, peut-être même plus, qui s'appelle Yaoi File, justement, alors numéro 1, numéro 2, numéro 3, où on vous explique tout sur le yaoi. Et ce qui est amusant, c'est que c'est Pralinus lui-même qui joue tous les rôles de la vidéo. Alors ça, c'est de la vraie bonne vidéo, c'est pas la vidéo pédagogique que je fais moi, brut de fonderie, sans montage, avec n'importe quel décor derrière, pas très bien rangé. C'est vraiment bon, du très beau travail. Voilà, donc j'espère vous faire connaître à la fois ce genre que peut-être vous connaissez déjà d'ailleurs, et vous faire un peu plus connaître un aspect de Diderot qu'en général vous ne connaissez pas, parce que j'ai été frappée de voir qu'il y avait énormément de mépris pour ça. Enfin, c'est très, très méprisé, le drame bourgeois, alors que c'est extrêmement important dans la structuration de la littérature. L'idée qu'on va plus s'intéresser à Titus et Bérénice et qu'on va s'occuper des choses qui nous concernent, etc. D'ailleurs, il y a des tas de lois associées au drame bourgeois sur la vraisemblance. On veut que ça ait l'air vrai. En fait, il ne faut pas que ce soit vraisemblable, il faut que ce soit vrai. Il y a une volonté de sincérité et on balance naturellement toutes les unités de temps, de lieu, de machin truc qu'il y avait avant, hein, d'action. Aucune unité, ni de lieu, ni de temps, ni de machin, vous avez compris, enfin les trois trucs qu'on vous rabâche tout le temps, que vous trouvez si vous ne les connaissez pas dans le bouquin de l'art Thomas, hein, mais on connaît ça par cœur, hein, c'est vraiment la base du théâtre classique. Hein, bon. Et ben voilà, donc là, vous avez quelque chose qui a, au moment de Diderot, quelque chose à bouger. Et on dit la révolution est en marche, oui, oui, ça va arriver, mais on ne veut plus qu'il y ait cette supériorité des rois. Et ça, on peut y réfléchir aussi, parce qu'actuellement, quand vous regardez, je sais pas, quand vous allez visiter des châteaux, pourquoi on visite des châteaux et pas des chaumières? Bon, vous allez dire, les chaumières, elles n'existent plus, elles ont été rasées, les châteaux, ils restent. Bon, peut-être. Pourquoi on montre toujours des tabatières de luxe de la reine Marie-Antoinette au lieu de montrer des poteries faites par les gens? Vous voyez, l'histoire de l'aristocratie, c'est pas rien. L'idée qu'il faut penser aristocrate, même chose si vous étudiez l'Égypte ancienne, on va vous montrer la tombe du roi truc, du pharaon machin, de la pharaone X. On va être toujours dans l'idée qu'on ne retient des sociétés qu'une espèce de gratin
basé sur la supériorité de l'argent ou du pouvoir, de la fortune ou de divers éléments comme ça, ou de comment dire, pas la hiérarchie, mais la filiation, quoi. Fille de machin et de trucs, donc reine elle-même, blabla, et cetera. Donc vous voyez, il y a cette espèce d'obsession aussi pour la royauté, et cetera, pour l'aristocratie au sens large, qui est frappante. Et quand vous étudiez l'histoire de France, qu'êtes-vous en train d'étudier? Vous n'étudiez jamais l'histoire du peuple. Je parie que vous ne saviez même pas que c'était les femmes qui dirigeaient les jacqueries à l'époque. Vous n'aviez jamais entendu parler de la paysannerie, on n'en parlait pas, les paysans, aucun intérêt. On vous parle du roi machin, on vous parle de la guerre Trucmuche qu'a fait le roi machin, et il a gagné contre l'Italie, et l'Italie ensuite a gagné contre lui, et la reine Claude de France avait une salamandre comme emblème, et le roi Trucmuche a érigé le château de machin. On vous raconte que des histoires de nobles et d'aristocrates et de rois. Et ça peut être intéressant, c'est pour ça, de lire le bouquin de Federici, Caliban et la sorcière. C'est une allusion, Caliban, à un truc de Shakespeare, hein. Vous connaissez sans doute ce personnage, Caliban, espèce de représentation méprisée dans la pièce de Shakespeare, absolument méprisée, vraiment le pauvre type, minable, etc. Bon, et la sorcière, n'en parlons pas, la sorcière, ce personnage de paysanne brisée par un pouvoir très, très organisé. On dit toujours que c'est des charivari, machin, c'est pas vrai, c'est pas des charivari, c'est organisé par le pouvoir en haut lieu. Sinon, ça n'aurait pas eu tant d'ampleur. Alors, l'ampleur de la destruction des femmes par l'idéologie de la sorcellerie, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas exactement parce qu'il n'y a jamais eu d'études sérieuses là-dessus. Mais quand vous pensez que dans un bled comme Valdo, qui est un bled tout petit, une toute petite ville au nord de la Norvège, au nord du cercle polaire, il y a 94 sorcières, un mec aussi, enfin pratiquement que des femmes, plus un ou deux hommes, assassinés à l'époque pour sorcellerie. Vous dites, mais qu'est-ce que ça a dû être? Alors, il y a des chiffres qui ont été avancés de plusieurs millions. 8 millions est un chiffre avancé par Shulamit Firestone dans son livre qui s'intitule La dialectique du sexe en 1975 de mémoire. Je crois qu'il a été traduit l'année d'après. Elle avait 25 ans. Elle avait 25 ans quand elle a écrit ça. Donc ça, c'est un chiffre qui a été avancé. Quand on a beaucoup parlé, Mona Chollet, tout ça, l'année dernière ou l'année d'avant, il était question de plusieurs milliers, mais plusieurs milliers, c'est certainement plus, hein, il ne faut pas exagérer. Et ce que dit Federici, elle dit le plus étonnant, c'est que on n'ait pas été chercher plus précisément, qu'on n'ait pas des éléments qui permettent de dire oui, il y en avait 8 millions et c'est un génocide des sorcières, ou il y en avait quelques milliers. Mais c'est étrange hein, que personne ne soit allé voir ça de près. Et ça en dit long, là encore, sur la façon dont l'histoire est façonnée, construite, etc. Donc, lisez le bouquin de Federici, parce que vous allez apprendre la vraie histoire des gens, pas l'histoire des rois et de tout ce bazar, la vraie histoire des gens, des paysans au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà, donc c'est sur ces mots que je finis ce cours. Donc, vous avez eu une question hein, seulement dans ce cours. Voilà, merci, à la prochaine.